Je me souviens de ma vie que j'étais sur le périph' à Paris dans la voiture et quand il m'a dit que j'étais sélectionné et qu'il a raccroché, je me suis mis à crier, je suis un acteur. Si on rembobine ta vie, c'est quoi la première image qui te vient en tête? Ah, j'assistais avec mon papa à un carnaval dans la ville de Toulon et il y avait une caravane qui jetait beaucoup de bonbons. J'ai lâché la main de mon papa, je commençais à ramasser des carambars et en me relevant, j'ai perdu mon père. J'ai commencé à paniquer, j'ai pris une rue vers la droite, je suis descendu sur une place et je me suis assis sur des marches. J'ai commencé à pleurer. Et c'est une vieille dame qui m'a récupéré pour m'amener au commissariat et mon père m'a retrouvé au commissariat. Mais avec le temps, je me suis assis sur les marches du théâtre municipal de Toulon, comme par hasard. Tu viens d'un milieu qui est loin du cinéma, c'est ça? C'est vrai que je suis né à la Seine-sur-Mer, dans le département du Var, sur la Côte d'Azur, et Salaha, à mon époque, il n'y avait pas beaucoup de connexions avec l'art, ou il y en avait même pas du tout. Puis voilà quoi. Tu t'es engagé dans l'armée à 18 ans. Qu'est-ce qui t'a poussé vers cette voie? Je me suis engagé dans l'armée à 18 ans. Je savais qu'il y avait beaucoup de sport, donc j'aimais le sport. Je faisais déjà beaucoup d'athlétisme à l'époque. Et surtout, je voulais sortir du quartier où j'ai grandi. Salaha, je voulais apprendre à tirer aux armes aussi, tu vois, pour pouvoir gagner des échelons dans cette cité. Mais malheureusement et heureusement que je me suis retrouvé 6 mois en Bosnie, en 92, du 1er juillet 92 à décembre 92, en tant que casque bleu. Nous étions les premiers casques bleus parachutés à Sarajevo, une ville détruite par la guerre, quoi. Quand on nous a prévenus 13 heures avant le départ qu'on allait partir à Sarajevo, on était tous plus ou moins excités. Ça faisait 6 mois qu'on était dans l'armée. Et aller sur le terrain, c'était quelque chose de magnifique, tu vois. On était très excités d'y aller. Malheureusement, arrivé là-bas, quand tu découvres une nouvelle odeur, l'odeur des morts, quand tu vois des scènes qu'il faut pas voir, tu apprends à vite relativiser après. Et j'ai surtout appris à me détacher des armes. J'ai fait aussi une mission au Tchad et pendant le génocide du Rwanda, mais au bout de 3 ans, j'ai senti qu'il m'avait appris tout ce qu'il y avait à apprendre dans l'armée. Je me voyais pas faire une carrière de 15 ans pour toucher une maigre retraite, tu vois. J'en avais aussi marre d'être habillé en vert, marre de dormir avec des hommes dans la même pièce. Alors du coup, j'ai tout fait pour démissionner, j'ai réussi à démissionner, à sortir de l'armée. Après, t'es passé de militaire à kebabier. Raconte-nous ça. Avant d'ouvrir le restaurant, j'ai fait l'école hôtelière en fait. J'ai fait l'école hôtelière pour devenir serveur. Mais l'école hôtelière dont je faisais partie, ils nous ont envoyé faire des stages dans des grands palaces, 2 ou 3 fois, des périodes de 15 jours, et ça m'a vite dégoûté en fait, parce que ça ressemblait beaucoup à l'armée. Quand on est serveur en gastronomie, on est toujours en nœud papillon, bien rasé, et se tenir droit devant la table, sans même qu'un seul des clients puisse te regarder et te dire merci quand tu lui sers un verre de vin ou un plat. Et ça m'a pas du tout intéressé. Je voulais surtout faire le serveur dans des brasseries en jean basket, quoi. Et j'ai rencontré dans cette école un ami, Kamel, qui habitait Saint-Tropez. Et je suis allé le voir de temps en temps et j'ai sympathisé avec le commerçant, le président des commerçants de Saint-Tropez, qui m'a trouvé hyper sympa, hyper dynamique. Et c'est lui qui m'a proposé de m'offrir un local avec un maigre loyer par mois. Et il m'a dit, trouve une idée et fais ton idée, quoi. En sachant qu'à Saint-Tropez, les locaux se louent très très cher. Et moi, j'avais vraiment un local pas cher du tout. Alors, je savais pas quoi faire, Salaha. Et un jour, je faisais la queue devant un kebab et j'étais très pressé. Et j'ai quand même fait la queue parce que j'avais envie de manger ce kebab. Et c'est pendant que je faisais la queue que j'ai eu l'idée de faire ça à Saint-Tropez, vu qu'il n'y en avait pas. Dans tout le golfe de Saint-Tropez, il n'y en avait pas à l'époque. Il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. Ça a cartonné, bien sûr, ça a cartonné. Ça a cartonné. Je suis franco-marocain. J'aime la cuisine parce que je suis l'aîné de 5 frères. Nous, on n'a pas de sœurs. Donc le ménage et la cuisine, c'était quelque chose qui était hadi pour moi. Alors, comme je vous disais, franco-marocain, avec du pain libanais, un turc qui me vendait la viande, toute marinée. J'avais une sauce grecque à base de tahina et de yaourt et de citron. Donc c'était un peu un sandwich avec beaucoup de races mélangées. C'est pour ça qu'il était délicieux. D'ailleurs, le snack s'appelait Au délice.
Comment tu t'es retrouvé au studio Pygmalion après ça? Ben, comment c'est passé bon, l'été, on fréquente beaucoup de stars à Saint-Tropez, donc c'est vrai, j'avais croisé Gad Elmaleh dans ses débuts, j'avais croisé pas mal de gens. Et j'étais toujours impressionné. J'aimais beaucoup le cinéma, attention. On est allé voir chaque film quand on était jeune dans la cité. C'est-à-dire même les films qu'on disait non, celui-là on n'ira jamais le voir. Quand on a tout vu, on allait quand même le voir. Donc j'aimais beaucoup le cinéma. On y allait 2 ou 3 fois par semaine entre amis. Mais ça m'a jamais traversé l'esprit d'être acteur parce que je pensais vraiment que c'était un métier pour les fils de riches. Et ce jour-là, dans mon restaurant, il y a un humoriste qui s'appelle Yves Lecoq, qui est un humoriste des Guignols de Canal+, qui a mangé et qui m'a dit à la fin du repas, hey Jeanne, je vois comment tu travailles, comment tu t'exprimes, comment tu bouges, comment tu es dans ton milieu, et j'ai envie de te dire que tu ferais un excellent acteur. Et j'ai répondu machinalement, merci, mais bon, je pense que c'est un métier pour les fils de riches. Et il m'a dit, pourquoi tu dis ça? J'ai répondu, parce que là où j'ai grandi, on n'était pas connecté avec l'art du tout. Il m'a répondu, non, tu te trompes, crois-moi, t'as quelque chose. Donc du coup, la même année, il y a un Tunisien qui s'est présenté pour acheter le restaurant et je me suis dit, moi qui avais comme objectif d'ouvrir plusieurs restaurants sur la Côte d'Azur, j'ai vite fait une analyse et je me suis dit, attends, demain je vais avoir 75 ans, Inch'Allah, si j'y arrive, et je vais me retrouver à être le maître du shawarma ou du kebab sur la Côte d'Azur. Mais à un moment donné, je vais me dire, mais j'ai fait que ça toute ma vie, quoi. Alors j'ai voulu tenter l'expérience et écouter les dires de Monsieur Lecoq. Du coup, j'ai vendu le restaurant, je suis monté à Paris. Je connaissais absolument personne. Je vous avouerai que beaucoup de mes amis se sont moqués de moi, même des proches de ma famille. Et alhamdoulilah, il y a que ma mère qui a accepté que je vende le restaurant pour vivre cette expérience à 2 conditions. Un, ne plus jamais changer de métier. Parce qu'il faut savoir que j'ai un parcours scolaire chaotique et donc j'ai touché un peu à tout. J'ai travaillé sur les marchés, j'ai fait de la peinture, j'ai fait de la plomberie, j'ai fait paysagiste, jardinier, plongeur, ouvreur d'huîtres. J'ai fait tous les métiers qu'on peut faire sans diplôme, sauf qu'au bout d'une semaine, j'attendais ma paye. J'attendais ma paye et j'arrêtais parce que ça me plaisait pas du tout. Donc je vous disais ça pour vous dire que ma mère m'a dit, tu n'as plus l'âge de changer de métier. Et je sens que tu vas réussir dans ce domaine. J'étais assez surpris, j'ai dit, mais comment tu peux être sûr, Walida, maman, comment tu peux être sûr que je vais réussir? Et elle m'a répondu, Allah yarhamha, elle m'a répondu, si tu savais combien de fois tu m'as menti et je t'ai cru, tu peux faire un bon acteur. Et ce jour-là, il y avait sur le journal Var Matin, sur la table de la maison, une photo de Samina Seri, la star de la série Taxi et de plusieurs films aussi. Et ma mère m'a dit, qu'est-ce qu'il a de plus que toi, cet acteur? J'ai répondu, rien. Et comme par hasard, 15 ans plus tard, Samina Seri devient mon ami et grâce à Hicham Haji, qui a fait un film, qui est réalisateur et producteur au Maroc, qui est international, qui a fait un film qui s'appelle Redemption Day. Il a réuni pas mal de stars internationales, dont Samina Seri, et c'est là qu'on s'est rencontrés. Je lui ai raconté l'anecdote, et depuis on est devenus amis. Donc les mots de ta mère t'ont motivé. C'était ma motivation, Bah, je vous avouerai que fut un temps, mon nom est passé sur le journal du département où j'ai grandi, mais dans les pages faits divers. Et elle était très triste. Et elle avait très honte que mon nom sorte dans les pages des faits divers parce que j'avais fait une bêtise. Et ça a été ma revanche. Ça a toujours été ma motivation de faire la couverture des magazines et les tapis rouges. Et les 15 dernières années avant qu'elle décède, je l'emmenais partout avec moi. Et elle était très fière de me voir faire la couverture des magazines. La revanche a été prise, alhamdoulilah. Et c'était comment le studio Pygmalion? Ouais, le studio Pygmalion, ça a été la révélation. Parce que quand je suis arrivé à Paris, j'avais une amie que j'avais croisée à Saint-Tropez qui était comédienne. Et qui m'a dit, écoute Karim, je te conseille de pas aller au cours Florent, de pas aller au cours Florent. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit parce que tu vas démarrer la première année avec les classiques. Et elle m'a posé une question. Elle m'a dit, est-ce que tu connais Molière? J'ai cru mal comprendre et je lui ai répondu que les molaires, je les avais enlevés il y avait déjà quelques années. Elle s'est mise à rigoler. Elle m'a dit, Shakespeare, tu connais? J'ai dit oui, c'est un dealer de hashish dans la cité. Elle s'est mise à rigoler. Donc elle m'a dit, ne va pas au cours Florent. Essaye d'être pris au studio Pygmalion. Donc je me renseigne, je vais au studio Pygmalion et apparemment, je devais payer 500 € pour faire une semaine de stage. Et dans la semaine, on était 18. Dans la semaine, ils allaient en choisir 4 à la fin pour pouvoir travailler avec eux. C'est comme ça qu'il fonctionne le studio Pygmalion. Donc, j'étais sûr que j'allais pas être choisi.
Et comme par hasard, le dimanche soir, après la semaine de formation, j'ai reçu un coup de fil de Jean-Michel Stenfort, Tahiyati, grand respect à mon mentor, Jean-Michel Stenfort, qui m'a dit que j'étais sélectionné. Je me souviens de ma vie que j'étais sur le périph' à Paris dans la voiture et quand il m'a dit que j'étais sélectionné et qu'il a raccroché, je me suis mis à crier, je suis un acteur, je suis un acteur. J'étais tellement content, je crois que j'ai dû crier pendant 10 minutes et ils m'ont mis au cours du soir pour plus ou moins les débutants. C'est jamais arrivé en 18 ans dans ce camp d'entraînement pour acteurs, pour pas dire une école, parce que c'est pas une école, c'est un camp d'entraînement. Quand ils choisissent quelqu'un, ils le mettent le soir. Quand ils choisissent quelqu'un, ils le mettent au cours du soir pour les débutants. Excusez-moi, il fait assez chaud. On est à Casablanca. Donc, et quand tu fais des progrès, tu peux passer au cours de l'après-midi, mais t'as jamais accès au cours du matin. Parce que les cours du matin, c'est réservé pour les gens qui sont déjà intermittents du spectacle, des gens qui font déjà des pièces de théâtre, qui font déjà des films, qui viennent pour s'entraîner pour des rôles. Et en 18 ans, c'est jamais arrivé, et ils m'ont fait sauter une classe. Et je leur ai dit, j'ai toujours redoublé à l'école, et là, vous me faites sauter une classe. Et en fait, c'est le studio Pygmalion qui a tout fait, c'est Jean-Michel Stenfort qui a tout fait pour me garder, qui a tout fait pour me dire, en fait, il m'a dit, Karim, tout ton parcours et tout ton passé, il est hyper positif pour le métier que tu as choisi. La caméra, elle va t'adorer. Alors que moi, avant de découvrir le cinéma, je pensais que ma vie était ratée parce que j'avais arrêté l'école en CM2, entre guillemets. Et en fait, non, tout était déjà écrit à l'avance. D'ailleurs, j'ai retrouvé, après le décès de mon papa, une photo de moi, 6 mois, j'ai 6 mois, sur le ventre de mon papa. Et mon papa, il a un t-shirt de Universal Studios de Los Angeles. Et mon premier film avec Spielberg, c'était avec Universal Studios. Donc, entre me retrouver assis, perdu sur les marges d'un théâtre, plus cette photo, le jour où j'ai vu ça, j'ai compris que, et je pourrais le dire à tous les êtres humains, que quand on meurt pas dans le ventre de sa maman ou les 2 premières années de sa vie, tout est écrit, tout est tracé. Donc, quand on arrive à 25, 26 ans et qu'on est dans une voie, il faut essayer d'être le meilleur dans cette voie, être dans le partage. Et c'est comme ça qu'on réalise ses rêves, quoi. Et là, casting pour Spielberg. Comment t'es arrivé jusqu'à Munich? Ben, comment ça s'est passé? Déjà, je dirais merci à Christophe Guibé, qui est un grand humoriste et acteur en France, qui est avec moi en cours, avec même le fils de Jean-Paul Belmondo, Paul Belmondo. Et en fait, c'est Christophe Guibé qui a sympathisé avec moi et qui a tout fait pour me trouver un agent. Parce que si t'as pas d'agent, tu vas pas te trouver des bons rôles. Et pour trouver un agent, il faut déjà que l'agent te repère quand tu travailles quelque part. Donc c'est très compliqué en fait. Et il m'a imposé, il m'a fait rentrer dans son agence, chez Jean-Luc Darrier, l'agence A. Et 6 mois plus tard, je reçois un coup de fil de mon agent qui me dit Karim, est-ce que tu parles anglais? Et j'ai dit yes, of course. Et alors que je parlais pas du tout anglais, j'ai répondu comme ça parce qu'on m'a toujours dit quoi que l'agent te demande, tu dis oui. Et une fois et avant de passer le casting, tu vas te préparer pour le personnage et apprendre ce qu'il y a à apprendre pour pouvoir réussir à passer le casting. Mais jamais tu dis non, je sais pas faire ça. Donc j'ai répondu yes, of course. Il m'a dit ne me dis pas yes, of course. Est-ce que tu parles l'anglais? Et je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit parce que je vais recevoir, je vais donner ton numéro de téléphone à des gens qui sont venus des États-Unis. Et si tu passes le barrage du téléphone, je recevrai les textes pour que tu puisses passer le casting. Je lui ai répondu, donne-leur mon numéro. À ce moment-là, j'étais aussi ami avec un grand réalisateur qui s'appelle Actarus Axas, Ahmed Actarus Axas, qui est très connu au Maroc. On est venus ensemble d'ailleurs au Maroc. Et c'était mon voisin. Et ce Actarus a vécu 10 ans aux États-Unis. Il a travaillé pour la Warner Bros. Ils viennent du monde du dessin animé. Et je suis resté toute la journée avec lui. Bon, le téléphone n'a pas sonné. J'ai dîné avec lui. Le téléphone n'a pas sonné. On a regardé un film ensemble. Le téléphone n'a pas sonné. Il est allé se coucher. Je me suis couché sur le canapé. À 9h du matin, le téléphone sonne. J'ai la tête dans les vapes. Je décroche et j'entends juste Hi, how are you? You're Karim Saidi? Et là, j'ai fait un bond. J'ai couru dans la pièce, dans l'autre pièce. J'ai mis un coup de pied dans le lit. J'ai réveillé mon ami Actarus et je lui ai donné le téléphone et je lui ai dit vas-y, parle. Le pauvre, la tête dans les vapes lui aussi pour pas dire autre chose. Il répond au téléphone et il parle avec eux pendant 5 minutes. Et il raccroche. Et il me dit, laisse-moi dormir maintenant. 30, je crois, une demi-heure après, mon agent m'appelle et il me dit, félicitations, j'ai reçu les textes. Allez, passe au bureau, récupérer les textes pour passer ton casting après-demain. Je cours au bureau.
Et là, et là, je me prends ma première claque. La page, c'est une page A4. Laine. C'est un monologue, tout en anglais. Je suis un chauffeur de taxi qui parle tout seul. Et là, je lui dis, mais j'ai rendez-vous quand? Il m'a dit après-demain. Je lui dis, s'il te plaît, Jean-Luc, dis-leur que je travaille, dis-leur quelque chose, trouve une excuse et demande à ces Américains, c'est quand leur dernier jour à Paris? Je me souviens, c'était un mardi que je devais passer. Il a réussi à me fixer un rendez-vous pour le mardi d'après. Vu que c'était un casting mondial, ils ont dû caster 1000 personnes cette semaine-là à Paris et je suis passé le dernier. Cette page A4 a été transformée en 4 ou 5 pages, tout écrit en phonétique, que mon ami Actarus m'a écrit. Et pendant une semaine, j'ai appris comme un âne, comme un Ahmad, sans même comprendre ce que je disais. Et une fois, je connaissais tout par cœur. On a travaillé une journée, moi et Actarus, pour la ponctuation et les intentions de jeu. Là, j'étais énervé, là, j'étais content, là, ceci, cela. Et je me suis présenté au casting. Le problème, encore une claque, c'est qu'arrivé au casting, ils veulent vous parler un peu, les gens. Donc, quand ils ont commencé à parler anglais, je savais pas quoi faire, je commençais à transpirer, je leur ai juste dit, please, I am concentrated. Et j'ai vu leur réaction, ils ont dû se dire, mais c'est qui cette putain de star, quoi? Alors que j'avais jamais fait un film de ma vie. Je passe mon casting, et 2 ans plus tard, je décroche le rôle. Et vous allez dire pourquoi 2 ans plus tard? Parce que c'était Munich de Steven Spielberg. C'est une histoire vraie, dont le titre était Black September. Il a eu des problèmes avec certains rabbins par rapport au scénario. Donc Spielberg a fait La Guerre des Mondes avec Tom Cruise et il est revenu sur Munich 2 ans plus tard. C'est les 2 ans où j'ai failli tous les jours abandonner le cinéma. Et je décroche le rôle avec Steven Spielberg. 4 semaines de tournage à Budapest pour aller tuer des juifs. J'ai été bien payé, j'ai pas été en prison. Ce jour-là, j'ai dit, bingo, j'ai trouvé mon métier. Voilà. C'était ça la petite anecdote. Comment se sont passés les 2 ans de creux avant Munich, justement? Les 2 ans de creux, c'était très compliqué parce que quand j'ai vendu le restaurant, je voulais pas travailler au McDo ou faire quoi que ce soit. Je voulais vraiment me concentrer sur mes cours, sur apprendre et payer mon loyer, me nourrir, nourrir ma chienne. J'avais pas d'enfant, j'avais rien à l'époque, j'avais juste une chienne. Et c'était très compliqué. Donc au bout de 6 mois, j'avais plus d'argent. Donc après, j'ai fait un peu le taxi moto. Je me suis démerdé comme j'ai pu. Mon ami Actarus, le voisin, m'a beaucoup aidé. Il me disait toujours, viens manger avec moi, mais ne fais pas de conneries. Mais j'ai tenu. J'ai tenu et j'ai décroché le rôle. Et en tout cas, c'est sur tous les gens qui ont étudié avec moi le cinéma ou l'acting, je crois qu'il y en a 2 ou 3 qui sont devenus acteurs. Tout le reste se sont reconvertis dans autre chose. C'est très compliqué de rentrer dans le circuit et de commencer à travailler en fait. Et comment s'est passé le tournage de Munich? Déjà, quand on a pris l'avion, il y avait un ou 2 terroristes, des acteurs, parce que c'était un casting mondial. Hein. Il y avait un Palestinien, il y avait un Libanais, il y avait un Portugais, arabe, il y avait un Algérien, 2 Algériens, il y avait moi. Et ce qui s'est passé, c'est que dans l'avion, il y en avait 2 qui arrêtaient pas de dire non mais il faut faire attention, ça va être politique, il faut pas salir l'image des Arabes, ils vont faire ça, ils vont faire ça. Donc déjà moi, quand j'entends ce discours, ça m'énerve beaucoup parce que j'ai envie de lui dire pourquoi t'as passé le casting ou pourquoi t'as pris l'avion, mon pote. Donc moi, je suis un acteur qui t'allait balayer sur le plateau de Spielberg pour voir comment il travaille. Je suis très content, tu vois. Et s'il doit faire le terroriste, je vais le faire et je vais le faire bien. Déjà, la personne qui a critiqué dans l'avion, c'est le seul acteur qu'on ne voit jamais dans le film parce qu'il a toujours une cagoule. Comme quoi, comme quoi. Et le premier jour le- avant le jour de tournage, on a eu une petite semaine de répétition pour les Kalachnikov et tout, mais comme j'avais fait déjà l'armée, là j'ai compris pourquoi j'étais passé par l'armée, donc c'était très facile pour moi. Même les instructeurs l'ont vite remarqué. Et la veille du tournage, j'apprends dans l'hôtel que Spielberg tourne derrière l'hôtel. Et il y a une rue, mais une rue qui doit faire la moitié de l'avenue des Champs-Élysées, qui est couverte avec de la fausse pluie. C'est une scène où Daniel Craig, il est dans la voiture, il surveille des terroristes qui marchent. Et en fait, sa scène, c'était quoi? Il est assis dans la voiture et à un moment donné, il regarde comme ça et il couvre son pistolet. Et ils disent couper. Et là, je vois Daniel Craig qui sort en courant de la voiture, qui court vers Spielberg, qui demande à revoir les images et qui saute de joie en disant « T'as vu ce que j'ai fait? T'as vu ce que j'ai fait ?» Et là, je me suis dit « Attends, si c'est ça l'acteur, il a fait juste ça. » Et pour lui, c'est impressionnant. Ça m'a rassuré en tout cas. Et là, ils vont pour faire la deuxième prise, et t'as Spielberg qui marche avec eux. Moi, j'étais assis à la limite de la pluie.
Je regardais, j'étais à l'écart, tu sais. Et là, il y a Spielberg qui me regarde et qui dit, Kawim! Et là, j'étais tellement mal à l'aise que je parlais pas encore l'anglais. Je dis, non, please, please, work, still, vas-y, travaille, t'occupe pas de moi. Et il me dit, demain. Il me dit, Chomo, c'est ton tour. Je comprends ça, en tout cas. Je suis tellement content que je cours à l'hôtel, que j'appelle mon ami Actarus en lui disant, Spielberg m'a parlé! Il me répond, arrête de faire le mytho. Et ce qu'il a fait d'intelligent, mon ami Actarus, c'est qu'avant de partir en tournage, il m'a donné 2 livres. Il m'a donné Kipling et Ulysse. Et il m'a dit, Karim, quand tu es sur le plateau, je veux que les techniciens Spielberg te voient toujours en train de lire. C'est très important, Karim. Ne fais pas le fanfaron, ne fais pas le clown. Donc je pars à l'hôtel, j'appelle mon ami Actarus qui me croit pas, et là je prends un livre, j'ai pris Kipling, je prends un livre et je retourne sur le plateau. Et quand j'arrive sur le plateau, il y avait l'actrice Iyam Abbas, qui est une Française palestinienne, qui m'engueule, qui me dit, t'étais où? Je dis, pourquoi? Elle me dit, parce que Spielberg te cherche, il veut que tu viennes t'asseoir à côté de lui. Je dis, non, mais je peux pas aller m'asseoir à côté de lui, rester travailler, j'ai pas les déranger. Elle me dit, Karim, tout de suite, tu vas t'asseoir à côté de lui. Donc, du coup, je vais sur le chapiteau où il y a toutes les grandes chaises un peu comme ça, mais grandes, avec Daniel Craig, Eric Bana, toutes les stars écrits sont tous là assis. Spielberg me voit, il me demande de m'asseoir juste là derrière lui. Tac, je m'assois, il y a le combo devant moi. Quand il dit action, je regarde les images. Quand il dit couper, je prends le livre, mais je lis pas. Je prends le livre, je l'ouvre, et toutes les 3 minutes, je tourne une page, sans même lire. Alors écoute bien ce que je vais te dire. Et à ce moment-là, il me dit, fais voir qu'est-ce que tu lis. Et il prend le livre et il me dit, oh, je lis Kipling tous les soirs à mes enfants avant de s'endormir. Du coup, quand les autres terroristes, les autres amis acteurs m'ont vu assis, ils sont tous venus, ils sont rapprochés du chapiteau, Spielberg les a vus, il les a invités à venir s'asseoir. J'ai tenu encore une demi-heure et ensuite je me suis levé devant lui et je lui ai dit, bonne nuit, good night. Il m'a dit, tu vas où? J'ai dit, demain je travaille. Tomorrow I work, you know, I need to sleep. Il me dit, ok, bravo, vas-y. Tous les autres acteurs sont restés jusqu'à 5 heures du matin, mais moi j'ai quitté à 1 heure du matin, grande classe, quoi. Le lendemain, il demande de faire un cercle avant le tournage. Tout le monde se tient la main. On fait une minute de silence pour toutes les personnes qui sont mortes pendant ces Jeux Olympiques. Et au même moment, moi je pense à mon père qui vient de mourir et je m'effondre un peu. Je pleure beaucoup. Spielberg dit bonjour à tout le monde et tout le monde dit oh, hi sir, tout le monde baisse la tête, tout le monde est intimidé et en fait quand il arrive devant moi, j'essuie mes larmes et je dis bonjour papa. Et écoute bien ce qui va se passer. Dans le film, j'ai jamais eu le scénario. J'ai jamais lu le scénario. Parce qu'il ne nous donne pas le scénario. C'était top secret. Et nos rôles, il n'y avait pas de rôle parlé pratiquement. Il va quand même en faire une phrase. Mais dans le film, il y a un personnage principal qui s'appelle Papa. Et là, je vois dans les yeux de Spielberg, il fait comme ça, et tout ce qu'il trouve à me répondre, c'est, j'aurais adoré que mes enfants m'appellent papa, mais ils m'appellent Daddy. Allez, on peut commencer à travailler. Et je pense qu'à ce moment-là, il a vu des choses spéciales, parce que à chaque fois qu'on démarrait la scène, je me mettais derrière, et à chaque fois, il disait, cut. Kawim, mets-toi devant. Et la plus belle scène, c'est le climax du film, c'est Eric Bana qui fait l'amour à sa femme comme un terroriste, et moi qui veux pas tuer les juifs, mais je suis obligé de le faire en pleurant. Magique. D'ailleurs, t'as gardé contact avec Spielberg après le tournage? Ben, je l'ai revu 3 fois après le film. Une fois, j'ai appris qu'il venait faire la promo de Tintin, et j'ai appris qu'il arrivait de Belgique, dans un train spécial décoré Tintin. Et je suis allé à la gare, j'ai préparé un portfolio, pour lui montrer tous les films que j'avais fait après Munich, et je lui ai écrit une lettre. Et à Gare du Nord, il est sorti, mais je pouvais pas, il y avait trop de gardes du corps, il y avait trop de monde, trop de gens qui demandaient des autographes, donc j'étais en moto, moi. Donc je l'ai suivi, il est monté dans une voiture avec celle-ci voiture escorte. J'ai commencé à suivre l'escorte, et arrivé devant le Georges V sur les champs, quand il est sorti de la voiture, je suis descendu de la moto, et j'ai dit, papa! Et là, les gardes du corps se sont mis vite devant moi, et là, deuxième, Kawim! 5 ou 6 ans plus tard, il s'est rappelé de mon prénom. Il m'a demandé d'aller boire un café avec lui. Il m'a serré dans les bras. La première question qu'il m'a posée, c'est did you work? Est-ce que tu travailles, Carré? Je dis, écoute, pas aussi bien que je voudrais. C'est compliqué dans ce pays. Mais je t'ai préparé un petit portfolio avec des images et une lettre que je te demande de lire dans l'avion, pas maintenant. Plus jamais revu, plus jamais de nouvelles.
Et un jour, il est président du jury au Festival de Cannes. Et je joue dans un film qui gagne la Palme d'Or au Festival de Cannes. Bon, c'était une très mauvaise aventure, ce film, mais une bonne expérience parce que j'ai tourné 20 jours avec eux dans la Villa d'El, une vingtaine de jours, et j'apparais que 3 ou 4 minutes dans le film. Il y a des fois où on m'entend parler et on me voit pas. Donc j'ai pété les plombs. Du coup, je suis allé voir Spielberg et je lui dis, dis-moi, tu m'as vu dans le film, tu m'as reconnu? Et il a compris, lui. Il m'a dit, calme-toi. C'est une palme d'or sur le CV. Les gens, ils regardent même pas les films. Voilà ce qu'il m'a dit. Allez, viens, on va dîner. Voilà, la dernière fois où j'ai vu Spielberg, c'était en 2014. Mais je l'ai vu 3 fois après Munich. Qu'est-ce que ça t'a fait de tourner ton premier film avec Spielberg? C'était mon premier film, certes. Et quel film? Parce que crois-moi, si Spielberg avait eu qu'une seule caméra, je pense que j'aurais jamais fait le film. Parce que quand t'as une seule caméra et qu'il faut respecter des marques, tout ça, j'étais nul en technique, en tout. Il aurait regretté de m'avoir choisi. Mais il avait 5 caméras, éclairées de partout. C'est la chance que j'ai eue dans ce film. Mais quand on démarre avec un film comme ça, non, tout ce qui vient derrière. Moi, j'ai toujours travaillé de la même façon. Qu'il y ait une caméra, qu'il y ait 5 caméras. Bon, c'est vrai que quand tu joues dans un film à un budget de 100 millions de dollars, quand tu te retrouves dans un film à 40 dirhams, tu vois plein d'anomalies, quoi. Mais bon, on fait avec. T'as souvent joué des personnages sombres, violents, ambigus. Est-ce que tu te sens catalogué? Ouais, bon, je dirais ça va. Franchement, je crois que j'ai dû faire 95 films, toutes catégories confondues, peut-être une vingtaine de courts-métrages là-dedans. Non, je pourrais dire 50-50. Ça va, je suis pas cantonné qu'au terroriste. J'ai fait plein de rôles différents. Il y a même un court-métrage que vous pouvez voir sur YouTube qui est magnifique de Nicolas von Belveren et de Helios, qui s'appelle Two Lights. C'est deux armées, Israël, Palestine, qui s'entretuent et à la fin, il reste juste moi et moi, le capitaine et le capitaine des Israéliens. On est blessés tous les deux. Et je vous laisse regarder le court-métrage et vous allez voir ce qui se passe. En 2022, ta vie bascule. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Nouvelle date de naissance. Je suis retrouvé en prison. Dans une des prisons les plus compliquées, les plus difficiles, les plus surpeuplées d'Afrique. J'étais à Jeddah. Je faisais un film avec Shah Rukh Khan, une star bollywoodienne. J'étais content parce que à 70 kilomètres, il y a la Mecque. Moi qui ai toujours rêvé d'aller à Las Vegas. J'avais laissé la Mecque pour beaucoup plus tard. Je me retrouve pendant ce mois de novembre à aller 5 fois faire un pèlerinage, voir, découvrir, m'initier et rendre hommage à mes parents, mes grands-parents et à quelques amis qui sont décédés. Très belle expérience, la Mecque. Euh, et à mon retour à l'aéroport de Casablanca, je me fais arrêter par la police qui me disent que je suis recherché depuis 6 ans. Donc j'ai pas trop compris ça, puisqu'en 6 ans, je suis sorti et rentré du Maroc une centaine de fois. Et je leur demande pourquoi. Ils me disent vol qualifié. Donc, Salah, je tape un fou rire. Parce que vol qualifié, ça me parle pas du tout. Et je pense vraiment que c'est une caméra cachée. Et je me suis arrêté, je crois qu'il était 9 heures du matin. Toute la journée, je pense que c'est une caméra cachée. À 17 heures, je me retrouve dans le grand commissariat de Casablanca. Et c'est l'inspecteur, d'ailleurs, la moitié du bâtiment, que ce soit à l'aéroport ou au commissariat, sont venus se prendre en photo avec moi. Je lui ai même fait une dédicace à la femme d'un policier qui était fan de moi par rapport à une série que j'avais fait au Maroc. Et il me dit, est-ce que tu connais ce Belge? Donc, je dis, oui, je le connais, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, 6 ans avant, j'habitais avec ce Belge, un escroc en fait, qui vit au Maroc. Il y a beaucoup d'étrangers qui vivent au Maroc. Il y a ceux qui ramènent une valeur ajoutée à ce pays, et qui sont heureux de vivre là, qui gagnent bien leur vie. Et il y a ceux qui galèrent dans leur pays et qui viennent ici pour escroquer les riches marocains. Lui faisait partie de cette race-là. Il louait un appartement à 2000 euros par mois, c'est-à-dire 20 000 dirhams. C'est beaucoup. C'est comme si on louait à Paris un appartement à 8 000 euros. Et il faisait croire qu'il faisait des costumes sur mesure. Sauf que le monsieur achetait des costumes dans une usine à 100 euros. Il changeait l'étiquette, faisait quelques retouches, il revendait ça aux riches milliardaires qui recrutaient dans les salles de sport de luxe. Il les faisait venir chez lui, vu qu'il avait un appartement de luxe. Tout le monde croyait à ce qu'il faisait. Même moi, j'y ai cru. Et il m'a demandé de lui prêter de l'argent pendant les 3-4 mois où je vivais avec lui.
Et il m'a promis surtout qu'il allait ramener 150 000 euros de Belgique et qu'il voulait, avec moi, ouvrir une affaire de comedy club, en sachant que j'allais travailler avec mon image et que lui mettait les faux et qu'on faisait 50-50. Mais en fait, pendant les 4 mois où j'ai vécu avec lui, c'est moi qui ai payé l'électricité, l'eau, la femme de ménage, les restaurants. J'ai tout payé parce que j'ai cru en ce qu'il m'a dit. Ça a été la grosse erreur de ma vie. Et au bout de 4 mois, il est parti en Belgique et il m'a fait comprendre qu'il fallait quitter l'appartement et qu'on n'allait rien faire ensemble. Donc j'ai voulu faire ma loi. C'est là que j'ai fait encore une erreur. J'ai vidé l'appartement. Ce jour-là, la concierge m'a vu vider l'appartement. La concierge était au courant que le Belge avait un litige avec le propriétaire. Le propriétaire est venu en courant avec un huissier de justice. Ils m'ont dit qu'il fallait que je rende des affaires. Je leur ai dit non, toutes les affaires, je les ai achetées, c'est à moi. Le Belge est parti en Belgique, vous te débrouillez avec lui. Si tu dois 45 000 euros parce qu'il a jamais payé le loyer, c'est ton problème. Il m'a dit, stop tout, on appelle la police. On a appelé la police. Quand la police ont vu que j'avais les clés, quand la police ont eu la nouvelle comme quoi, oui, j'habitais bien depuis 5 mois avec lui, que j'étais son colocataire et tout ça, et que je lui ai expliqué l'affaire au commissaire, il m'a dit de terminer mon travail et de venir poser plainte. J'ai terminé mon travail, j'ai rendu les clés au propriétaire, et le lundi pour aller poser plainte, quand j'ai vu que le Belge m'avait bloqué de partout, que j'ai vu que j'étais bien meublé, plus que ce que je lui avais prêté, j'ai pas été porter plainte. Par contre, lui, le jour où j'ai vidé l'appartement, il a appelé sa copine avocate à Casablanca, et c'est sa copine avocate qui a été au commissariat pour dire « Monsieur Saïdi Abdelkrim a cambriolé un appartement ». Voilà l'histoire concrète que j'ai vécue, celle qui est dans le dossier. Ensuite, il y a des lois au Maroc, il y a la police au Maroc. J'aurais pas dû prendre cette initiative de faire ma loi moi-même. Et c'est ce qu'il m'a dit le juge. Le juge, il m'a dit, l'artiste, si un verre, il t'appartient pas, tu le prends pas. Et j'ai répondu, vous avez raison, monsieur le juge. C'était quand même une peine qui allait jusqu'à 5 ans de prison. J'ai eu 2 ans. 2 ans à Oukasha. 50 dans une cellule de 30 mètres carrés. J'ai géré les prisonniers. J'ai géré les gardiens. Et je me suis fait baiser, excusez-moi du terme, mais je me suis fait baiser par 2 races. Les poux et les cafards. Mais, alhamdoulilah, j'ai souffert pendant 3 mois. Ensuite, j'ai tellement sympathisé avec certains gardiens qui m'ont reconnu que quand je terminais la promenade du matin, ils me réintégraient pas dans ma cellule. Ils me laissaient me balader dans le bâtiment. Et c'est comme ça que j'ai pu récupérer plein d'histoires de gens différents. C'est comme ça que j'ai écrit une série à la main, sans table, sans chaise, tout à la main. J'ai écrit un livre aussi qui s'appelle De la Mecque à Oukasha, tout à la main. J'ai fait lire tout le bâtiment. Et puis voilà, quoi. 2 ans, c'est tout ce qui me manquait sur le CV, quoi. Ça a été une bonne expérience. Très difficile sur le moment présent, mais à la sortie, très enrichissant. C'est quoi une journée type à Oukasha? Une journée type à Oukasha, malheureusement, je vais parler des 3 premiers mois. Déjà, pendant 20 jours, je suis pas sorti de la cellule. Pendant 3 jours, j'ai pas mangé. Parce qu'il faut savoir, quand vous êtes 50 dans une cellule, il y a pas de table, il y a pas de chaise, il y a pas de lit. Il y a 5 lits superposés pour ceux qui ont des longues peines. Tout le reste, c'est par terre. J'ai eu un peu de chance. J'adore les Marocains parce que ils aiment vraiment les artistes. Donc, j'ai dormi 15 jours par terre. Ensuite, j'avais personne m'a laissé, j'ai changé 2 fois de bâtiment. J'avais personne m'a laissé dormir par terre. C'était vraiment gentil de leur part. T'as 40 minutes de cours et après tu restes toute la journée dans ta cellule. Et quand t'es 50, c'est très électrique. Il faut avoir une force psychologique. Il faut être un putain de diplomate pour faire en sorte que tout le monde t'aime et que tu puisses ne pas t'embrouiller avec quelqu'un. Parce que c'est 2 bagarres par jour. C'est tous les jours 2 bagarres. Et ça saigne. Bon, bref. Et en sachant qu'il y a un gardien pour 850 prisonniers. C'est un truc de fou. Mais au bout de 3 mois, j'allais en cours à 9h du matin et j'ai réintégré ma cellule qu'à 18h. Donc je restais pas enfermé 23 heures sur 24, mais seulement une dizaine d'heures ou une douzaine d'heures. 5-6 heures pour dormir et le plus dur c'est l'été. Il n'y a pas de frigo, il n'y a pas d'eau fraîche. Il y a des plats que j'adorais, moi. La loubia, la hadès, mais ça c'est des plats, c'est mes plats favoris. Je peux plus en manger. Un fruit ou 2 par semaine, un yaourt ou 2 par semaine, 20 grammes de viande, tout servi à la main dans des gros bacs. Je parle pour mon bâtiment, hein. Je parle du Jeanne Rouge, bâtiment 2, 3 et 4.
c'est les 3 bâtiments où il y a les sauvages, où il y a les fous. C'est comme l'OM et PSG, quoi. Le Wydad et le Raja qui s'entretuent à l'extérieur et quand ils rentrent en prison, ils mangent ensemble carrément. Voilà, il y a des mecs qui prennent tous des cachets et les cachets c'est pas des drogues, c'est des trucs qui te rendent fou, quoi. Donc voilà, j'ai eu la chance d'être un artiste, j'ai eu la chance d'être reconnu dans cette prison et j'ai eu la chance d'avoir écrit ce que j'ai écrit et même d'avoir participé à une pièce de théâtre qui s'est jouée dans le civil. J'ai été directeur d'acteurs et d'actrices pendant 2 mois sur une pièce qui parlait des petites filles qui se mariaient avec des vieux, du gaspillage de l'eau et des haragas, les clandestins. Donc je suis rentré après le film, je suis sorti avec une pièce de théâtre. Et c'est quoi la scène la plus folle à laquelle tu as assisté en prison? Oh là là, la scène la plus folle, je suis dans ma cellule, je tiens les barreaux, il doit être 19 ou 20 heures. C'était l'Aïd. Parce que quand il y a l'Aïd, je sais pas si c'est bien de le dire, mais quand il y a l'Aïd, c'est les parents qui ramènent la viande. La fête du mouton, c'est les parents qui ramènent la viande et du pain. Sauf que les gars, ils mangent pas la viande. Ils mangent que la sauce. Pourquoi? Parce que la sauce est mélangée avec des cachets. Et pareil pour le pain. Le pain est fait avec des cachets. Et ce jour-là, je suis devant les barreaux comme ça, et ça crie beaucoup. Ça crie beaucoup dans le couloir. Ça crie dans les cellules, parce que les gens sont devenus fous, ils s'entretuent. Et là, je vois un mec apparaître devant moi en sang. Totalement en sang. Et j'ai sursauté, quoi. J'ai vraiment eu peur. Et il m'a attrapé comme ça, il a mis la main avec son couteau, et il m'a dit, mais il me tenait vraiment, il m'a dit, dans la série que tu écris là, j'ai un rôle moi dans ta série. Et je lui ai dit, mais t'es le rôle principal? C'est toi le rôle principal. Il m'a lâché, il est reparti en courant. Ouf, ouf. Oh, croyez, j'ai fait la guerre. Hein. Je me suis battu dans ma vie. Mais ce jour-là, quand il m'a attrapé, j'étais paralysé, je pouvais plus bouger. Avec son couteau fabriqué avec des barres en fer là, mais plein de sang, ouvert là, ouvert là. Un film d'horreur, plein de sang. Désolé, plein de sang. Et là, quand j'ai eu peur, je sais pas ce qu'il m'a dit. Dans la série que t'écris là, je joue dans ta série moi. Et je répète, je lui ai dit, t'es le rôle principal. Et il a souri, et il est parti en courant. Parce qu'ils sentent pas la douleur. Quand on est drogué, on sent pas la douleur. C'était, je crois, l'expérience la plus folle que j'ai vue. Et t'as gardé contact avec des co-détenus après ta sortie? J'ai gardé contact, il y en a un qui m'appelle de temps en temps, qui est encore à l'intérieur, qui a pris 30 ans de prison. Et tous ceux qui sont sortis, tous ils me contactent. Tous me laissent des messages pour me remercier, pour me dire que j'ai été un homme, que ça parle beaucoup de moi en prison depuis que je suis sorti. Surtout que j'ai fait quelques interviews, j'ai fait un clip pour Muslim, la Tahiyatil Muslim, qui s'appelle Barrani. En sortant de prison, je m'aperçois qu'ils préparent ce clip et je crois qu'ils avaient déjà un casting, mais je lui ai dit c'est pour moi ça. Donc du coup, vous pouvez voir ce clip. Ça a été un bon retour, une bonne réponse pour tous mes fans. C'était comment les relations avec les gardes? Ouais, non, ça leur moi, je suis un ancien militaire, donc au début, ils m'ont pas reconnu. Parce que s'ils m'avaient reconnu, ils m'auraient mis au quartier 1. Le quartier 1, c'est pour les flics, les notaires, les gendarmes, les gens qui font des chèques à blanc. Ils sont 12, 13 par cellule maximum. Ils ont un vrai coiffeur. Ils sont servis avec des plateaux repas. C'était pas notre cas, nous. Mais comme je suis un ancien militaire, à chaque fois que je croisais un gardien, je lui faisais le salut là, et ça les faisait sourire. Et au fur et à mesure, ils ont su qui j'étais, et au fur et à mesure, ils ont été très cool avec moi. Tahiyatul gardien. Bon, il y a quelques émissions que j'ai fait, on me dit de pas dire les noms et les prénoms, mais je pense que là, je peux le dire. J'ai envie de dire merci à Siliès, à Bolrelbi, à Si Bourbid, à Si Kamel. Voilà, c'est des gardiens et des directeurs de bâtiments qui ont été très humains. Très, très humains. Parce qu'il y en a certains, je peux vous promettre que je remarquais vite que ce gardien-là, agressif et méchant, j'étais persuadé que quand il était petit, il se faisait voler son pain au chocolat dans le quartier, et aujourd'hui, il se venge, quoi. Et ça, c'est très dangereux. T'es sorti récemment. Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui quand tu repenses à ces 2 années? Déjà, je franchis la porte de la prison à la sortie, et je regarde, quoi. Je regarde le ciel, en fait, tu vois. Je regarde le ciel, je vois des femmes qui vont aller au parloir. Et j'ai mon frère qui m'attend là-bas au bout du parking, mon demi-frère, Badr, que je remercie. C'est lui qui... Tous mes frères sont venus me voir une fois. Mais tous ceux qui venaient de France, je leur demandais de plus revenir parce que entre prendre l'avion, l'hôtel, pour me voir 15 minutes, ça aussi c'est pénible.
15 minutes le parloir pour des gens qui font des milliers de kilomètres pour venir me voir, ça fait mal au cœur. En fait, on fait que pleurer, quoi. Mais en même temps, je comprends la prison. Hein. Il y a 14 000 prisonniers dans cette prison. Donc, c'est obligé de faire comme ça. La première chose que j'ai voulu faire, c'est aller boire une bouteille de Sidi-Ali avec de sirop de menthe et manger des tripes. C'est clair. Voilà, c'est la première chose que j'ai fait. Et comment est-ce que ta famille a vécu ton emprisonnement? Bah, mes enfants, ils n'avaient pas le droit de venir me voir. Leur mère a refusé qu'ils viennent dans cet endroit. Mais au bout de 18 mois, ils ont fait la grève de la faim. Ils ont réussi à passer à l'école, dans la classe supérieure de l'école. Et au mois de juillet, ils ont dit à leur maman, on va pas aller à la plage, on va pas manger, on va pas boire, on va pas de glace, on va voir papa. Donc elle les a ramenés une fois et c'était assez violent. C'était assez violent. D'ailleurs, l'anecdote, c'est que j'avais tellement peur de pleurer ou de craquer en rentrant au parloir qu'avant de rentrer au parloir, je me suis entouré de deux gorilles, deux gars hyper costauds, un de chaque côté. Je leur ai dit, les gars, vous allez faire les gardes du corps. Je vais marcher d'une manière jusqu'à devant mes enfants et vous allez me poser la question en me disant, c'est bon, monsieur Karim, et je vous répondrai ce que j'ai envie. Et je leur ai dit, parce que j'ai peur de pleurer. Ils m'ont dit, d'accord. Donc je suis rentré avec deux gardes du corps, mais je suis rentré en marchant comme McGregor. Voilà, comme ça, comme ça. Mais je vois mes enfants qui commencent à rigoler. Les deux pseudo-gardes du corps me disent, est-ce que ça va, monsieur Karim? Et là, je leur ai dit, allez vous faire enculer maintenant. Mes enfants ont pas arrêté de rigoler. J'ai rigolé aussi. Et c'est comme ça qu'on s'est serré dans les bras. Et à ma fille qui était venue une fois en cachette, avec mon frère qui était venu de France. Elle n'a pas été à l'école le matin, elle est venue en cachette. D'ailleurs, ce jour-là, j'avais un gros microbe, j'avais des microbes dans les mains, j'avais plein de boutons. Bon, maintenant ça va, alhamdoulilah. Et ça l'a choqué ma fille quand elle a vu ça, et du coup, en sortant, avec sa mère, ils ont créé une crème pour les mains. La petite anecdote, quoi. La petite, elle a 16 ans et elle veut faire du business, tant mieux. Comme quoi, il me coûte bien, il ça. Ouais, comme quoi, il peut vous arriver quoi que ce soit de négatif, il faut trouver le positif là-dedans. Il n'y a pas de hasard dans la vie. T'en as vécu des choses. Mais c'est quoi la prochaine étape? Ouais, réussir, à réussir, mon plus beau rôle, c'est celui d'être un bon père, quoi. D'être un bon père et d'accompagner mes enfants dans leurs tripes et leurs rêves, quoi. Voilà ce qui m'anime. Ouais. Et pour arrêter de faire des castings, j'aimerais bien décrocher une Palme d'Or, un César ou un Oscar. Parce que quand on a un prix comme ça, on reçoit des scénarios à la maison et j'ai pas encore atteint cet objectif. De me lever le matin, d'ouvrir la boîte aux lettres, de trouver 3 scénarios à lire et de choisir le film que je veux faire. Quel rôle est-ce que tu rêves encore d'incarner? celui de réussir le rôle d'être un bon mari, parce que c'est catastrophique. Mes vies de couple que j'ai eues ont toujours été un peu catastrophiques. J'ai envie de dire que c'est toujours de ma faute, mais bon, c'est comme ça. Et sinon, c'est quoi pour toi réussir sa vie? Alors pour moi, réussir sa vie, c'est arriver 2 heures avant de mourir et de dire je regrette rien.